Je suis arrivé au mariage de ma sœur, pleine de fierté et de bonheur, après avoir sacrifié des années pour l'élever. C'est alors que j'ai découvert le nom inscrit sur mon carton de table, sœur pauvre, laide et sans éducation vivant au crochet de sa sœur cadette. La famille du marié a éclaté de rire. C'est alors que mon mari s'est levé, m'a pris la main et s'est tourné vers eux, vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. Au matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je m'appelle Corey Tiffany. J'ai 36 ans. Voici l'histoire de la façon dont j'ai élevé ma sœur pendant 15 ans, de la façon dont elle m'a payé de retour le jour de son mariage, et de la façon dont mon mari, un homme qui avait gardé un secret tranquille durant tout notre mariage, a répondu pour moi. Nous devions remonter à 2009, dans une salle d'audience à Lowell, dans le Massachusetts. Mais d'abord, vous devez savoir qui j'étais 4 semaines avant cette salle de bal en février de cette année. Ma vie était petite et tranquille, et je l'aimais ainsi. Je me réveillais à 6 heures dans notre maison de ville à Back Bay. Daniel était généralement déjà debout, lisant à l'îlot de la cuisine en pull lait gris et jean, les cheveux encore mouillés par la douche. Il me versait un café avant même que je ne le lui demande. Il le faisait toujours. Il disait bonjour de la même manière chaque jour, comme s'il était soulagé que je sois encore là. Je prenais la route pour Lowell, 43 minutes de trajet aller simple. Je faisais ce trajet depuis avant Daniel, avant l'argent, avant tout cela. Le cabinet d'avocats Hartman & Reeves se trouvait dans une rue latérale près des canaux. Un petit cabinet, 6 avocats, 2 juristes assistants. Moi, j'y travaillais depuis 12 ans. Maggie Hartman, l'associée principale, avait 61 ans, avait divorcé 2 fois, n'avait pas d'enfant. Elle buvait son café noir et m'appelait ma chérie, et une fois, alors que j'avais une pneumonie, elle était venue en voiture jusqu'à mon appartement à Lowell avec de la soupe au poulet et un chargeur de téléphone. Maggie était ce qui se rapprochait le plus d'une mère pour moi depuis mes 19 ans. Le travail était régulier, déposer des motions, planifier des audiences, rédiger des lettres aux clients. J'aimais l'ordre de tout cela. J'aimais la façon dont Maggie me faisait confiance. J'aimais le fait que personne au cabinet ne se souciait de ce que je portais, de ce que je conduisais ou de l'endroit où je vivais. Il savait que mon mari travaillait dans la finance. Il n'en savait pas plus. Je n'avais jamais donné de détails. J'ai rencontré Daniel en octobre 2019 dans un café de Berkeley Street, près du cabinet d'avocats où je faisais de l'intérim avant Hartman & Reeves. Je lisais à l'est d'Éden pendant ma pause déjeuner. Il était à la table voisine avec un ordinateur portable et un muffin entamé. Il m'a demandé à quelle page j'en étais. J'ai répondu 312. Il a dit que c'était la meilleure partie. Nous avons parlé de Steinbeck pendant 40 minutes. Il ne m'a pas demandé ce que je faisais. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il faisait. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il a dit une seule chose sur son travail, je gère un petit fonds d'investissement. C'était tout. J'ai demandé une fois s'il en était satisfait. Il a dit oui, pour l'essentiel. Je n'ai plus jamais posé de questions. Nous nous sommes mariés en septembre 2020 au tribunal de Lowell. 8 personnes sont comme témoins. Maggie était mon témoin. Le témoin de Daniel était un homme nommé Caleb qui avait pris l'avion depuis Greenwich, n'avait presque rien dit de la journée, m'avait serré fort dans ses bras avant de partir et m'avait dit « Prends soin de lui. Il en a plus besoin qu'il ne veut le laisser paraître. » Je n'ai pas compris cette phrase pendant encore 2 ans. En mai 2022, je faisais défiler des pages sur mon téléphone dans mon lit quand je suis tombé sur un article de Forbes, Whitmore Capital, Capital Investissement, 4,2 milliards sous gestion. Le PDG était un homme nommé Daniel Whitmore, âgé de 35 ans à l'époque, résident à Greenwich, Connecticut, qui avait refusé d'être photographié pour l'article. Je me suis redressé. Je l'ai lu 3 fois. Je suis descendu. Daniel était à l'îlot de la cuisine. J'ai dit, Daniel. Il a dit, j'allais te le dire. J'aurais déjà dû te le dire. Je suis désolé. J'ai dit, 4,2 milliards de dollars. Il a dit, je ne voulais pas que cela nous change. Cela ne nous a pas changé. N'est-ce pas? Je me suis assise en face de lui. J'ai dit, pourquoi m'as-tu laissé penser que tu gérais un petit fonds? Il a dit, parce que je voulais que quelqu'un m'aime avant de savoir. Et puis tu m'as aimé. Et puis je n'ai pas su comment entamer la conversation qui mettrait fin à la seule chose honnête que j'ai jamais eue. Nous avons déménagé à Back Bay 3 mois plus tard.
Daniel portait toujours les mêmes pulls en lait. Conduisait toujours une Subaru de 6 ans, se faisait toujours couper les cheveux chez un coiffeur sur Mass Avenue pour $40. La seule chose qui avait changé était la maison de ville, et même cela, il le gardait discret. Aucune œuvre d'art sur les murs, à l'exception de photographies de Lorraine enfant que j'avais prises. Ma sœur Lorraine a eu 25 ans le mois dernier. Elle avait obtenu son diplôme du Boston College avec 2 ans de retard, après avoir changé de spécialisation 3 fois pour finalement s'orienter vers le marketing. Elle comptait 38 000 abonnés sur Instagram et se qualifiait d'influenceuse de mode de vie. Elle n'en tirait presque aucun revenu. Je lui envoyais $2200 par mois depuis 2022. Elle me remerciait parfois. Le plus souvent, elle ne le faisait pas. En juin 2024, elle a rencontré Tyler Ashford lors d'un événement d'entreprise. Tyler avait 27 ans, il était vice-président d'Ashford Construction Group, l'entreprise de son grand-père, fondée en 1971. À Noël, ils étaient sérieux. En juillet 2025, ils étaient fiancés. Le mariage était prévu pour le 14 mars 2026, il y a 6 semaines, là où commence réellement l'histoire. Lorraine ne m'avait pas demandé d'être demoiselle d'honneur. Elle a dit que les demoiselles d'honneur étaient toutes des amies d'université et les 2 cousines de Tyler. Elle a dit que j'étais la marraine d'honneur, mais seulement de nom. Pas de toast, pas de marche dans l'allée, aucun rôle au dîner de répétition. Elle a dit que sa mère était très pointilleuse sur la présentation. J'ai dit, d'accord. La semaine précédant la fête de fiançailles en juillet 2025, Lorraine m'a appelé. Elle a dit, Corey, la mère de Tyler ne veut pas vraiment de famille élargie aux fiançailles. C'est une habitude de Caroline. Je lui ai dit que tu comprendrais. Tu comprends toujours, n'est-ce pas? J'ai dit, je comprends toujours. Je n'y suis pas allé. Un soir de février, Daniel et moi dînions. Il avait préparé du poulet rôti. Il a posé sa fourchette. Il a dit, chérie, est-ce que Lorraine a dit quoi que ce soit sur l'entreprise du père de Tyler? J'ai dit non. Il m'a regardé pendant une longue seconde. Il a dit, d'accord. Il n'a plus posé de questions. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que ce n'était rien. Je me suis dit beaucoup de choses ce mois-là. Ce week-end-là, je suis allé chez Macy's et j'ai acheté une robe bleu marine pour le mariage. $340. Décolleté modeste, longueur genou. La vendeuse m'a dit que j'avais un style classique. Je l'ai remercié. Je suis rentré chez moi avec la robe pliée dans du papier de soie sur le siège passager. J'ai pleuré un peu dans ma voiture sur le parking avant de démarrer. Je ne savais pas trop pourquoi. J'aurais dû le savoir. En juin 2009, mes parents ont été tués sur l'Interstate 95. C'était un mercredi soir. Ils rentraient chez eux après le concert de fin d'année de CE2 de Lorraine. Lorraine avait joué de la flûte à bec. Elle était l'avant-dernière enfant de la file. Ma mère l'avait filmée sur son téléphone. Mon père avait applaudi trop fort. Il pleuvait. Un camion de 18 roues s'est mis en portefeuille sur la voie du milieu près de la sortie d'Attleboro. La Camry de mes parents se trouvait directement derrière lui. Ils n'ont pas survécu à l'impact. J'avais 19 ans, j'étais en 2e année à l'université UMass Lowell pour devenir enseignante d'anglais au lycée, parce que ma propre professeure d'anglais de seconde m'avait dit un jour que je remarquais des choses que les autres ne voyaient pas. J'étais dans ma chambre universitaire quand le téléphone a sonné. Le téléphone fixe de la chambre, pas mon portable. C'est ainsi que j'ai su que c'était grave. Personne n'appelle sur le fixe d'une chambre universitaire à moins de ne pas avoir votre autre numéro. Il était 23h32. La police d'État du Massachusetts. La voix du policier était très douce. Il m'a demandé si j'étais Corey Tiffany. Il m'a demandé si Robert et Margaret Tiffany étaient mes parents. Il a dit qu'il y avait eu un accident. Je ne me souviens pas clairement des 4 heures qui ont suivi. Je me souviens de la route. Je me souviens d'être entré dans l'hôpital. Je me souviens de l'assistante sociale qui m'a accueilli dans le couloir. Je me souviens qu'on m'a demandé de les identifier. Je me souviens de la manche du manteau de mon père, en laine grise, élimée au poignet, parce qu'il avait refusé de s'acheter un nouveau manteau d'hiver depuis 3 ans. Lorraine était chez notre cousin à Tewksbury. On l'avait récupérée après le concert parce que mes parents avaient quelques courses à faire sur le chemin du retour. Elle avait 8 ans.
Elle portait un pyjama avec des flocons de neige. Quand je suis allé la chercher à 4 heures du matin, elle a demandé « Où est maman ?» J'ai dit « Lorraine, je dois te dire quelque chose. » Nous nous sommes assises sur le sol du salon de notre cousin et je le lui ai dit. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Je lui ai dit que je ne la quitterais pas. Je lui ai dit que je ne laisserais personne l'emmener. Je lui ai dit qu'elle s'en sortirait parce que j'allais m'en assurer. J'ignorais comment j'allais m'en assurer. Les 8 semaines suivantes ne furent que tribunaux, avocats, obsèques et un appel de ma tante Janet, la sœur aînée de ma mère. Tante Janet est descendue du New Hampshire. Elle s'est assise à la table de la cuisine de mes parents. Elle a dit, « Corey, j'en ai parlé avec Mike. Nous sommes prêts à prendre Lorraine. » J'ai dit, « L'emmener où ?» Elle a dit, « Chez nous. » Elle y trouverait de la stabilité. Elle aurait une enfance normale. Tu as 19 ans. Tu ne pourras pas vivre ta vie de jeune fille de 19 ans si tu la gardes. Pense à cela. J'ai dit, et moi? Elle a dit, et toi? Tu es une adulte. Tu te débrouilleras. Nous prenons Lorraine. Juste Lorraine, pas les bagages. Les bagages représentaient une petite assurance vie que mes parents avaient laissée, 40 000 $ au total. Une fois l'hypothèque remboursée et les frais d'obsèques réglés, j'avais prévu d'en placer 35 000 dans une fiducie pour les études de Lorraine. Tante Janet voulait que cet argent accompagne Lorraine dans le New Hampshire. En observant son visage, j'ai su que cet argent ne resterait pas dans une fiducie pour Lorraine si elle l'emportait. J'ai dit, non. Tante Janet a dit, tu vas gâcher vos 2 vies. J'ai dit, peut-être, mais je préfère les gâcher ensemble que séparés. L'audience pour la garde a eu lieu en août. Le juge était une femme d'une fin de 50aine d'années avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne. Elle m'a regardé longuement. Elle a dit, « Mademoiselle Tiffany, vous comprenez que cela signifie que vous n'aurez pas la possibilité de vivre vos 19 ans. » J'ai dit, « Votre honneur, je ne les vis plus depuis mardi dernier. » Elle m'a accordé la garde exclusive. J'ai abandonné l'université 3 jours plus tard. Ma professeure d'anglais, la docteure Aurin, m'a appelé en l'apprenant. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, « Certains d'entre nous ne reviennent jamais à ce pourquoi ils étaient faits. Fais en sorte que cela en vaille la peine. » J'ai dit que je le ferais. Le premier appartement où Lorraine et moi avons vécu était un 2 pièces sur Westford Street à Lowell, au-dessus d'un pressing. Le radiateur faisait du bruit. La baignoire avait une tache de rouille indélébile. Le loyer était de 980 $ par mois, tout ce que je pouvais me permettre. J'avais 3 emplois. Caissière en journée chez Stop & Shop, agente d'entretien le soir dans un immeuble de bureaux près des canaux. Le cabinet de Maggie Hartman était d'ailleurs l'un des bureaux que je nettoyais, bien que je ne l'ai jamais croisé à l'époque. Serveuse le week-end dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 sur Pawtucket Boulevard. J'ai dormi peut-être 5 heures par nuit pendant 2 ans. Lorraine a fait des cauchemars pendant la première année. Elle venait dans mon lit au milieu de la nuit et glissait ses pieds froids sur mes jambes. Elle me demandait si j'allais mourir moi aussi. Je disais non. Elle disait, promets-le. Je disais, je le promets. J'ai fait des promesses que je ne pouvais pas tenir. Je les ai faites quand même. La première fois que j'ai pleuré la mort de mes parents, c'était 14 mois après leur disparition, seul dans une laverie automatique à 23 heures, en regardant son pyjama à flocons de neige tourner dans le sèche-linge parce qu'elle l'avait dépassé, mais que je n'avais pas encore réussi à m'en séparer. Je me suis assise sur la chaise en plastique orange et j'ai pleuré pendant 35 minutes. Et puis je suis rentré chez moi et je lui ai lu Le Petit Monde de Charlotte parce que c'était ce que nous lisions chaque soir depuis 6 mois, et je ne voulais pas la décevoir au chapitre 11. Elle m'a demandé un soir, d'une toute petite voix, « Qu'est-ce qui se passe quand Charlotte meurt ?» J'ai dit, « Wilbur se souvient d'elle. » Elle a dit, « Est-ce que tu te souviendras de maman et papa ?» J'ai dit, « Oui, et je me souviendrai d'eux à haute voix, pour que tu t'en souviennes toi aussi. » J'ai fait une promesse à ces 2 enfants, celle qui dormait à l'étage et celle que j'étais en train de devenir. Je serais la maman que ni l'une ni l'autre n'avait plus. J'ai tenu cette promesse. Je ne savais simplement pas que l'une de ces enfants grandirait et tenterait de m'effacer de l'histoire que j'avais construite pour elle. Les années ont défilé en chapitres que je ne pouvais discerner clairement qu'avec le recul. Quand Lorraine avait 12 ans, sa maîtresse de CM2 a demandé à la classe d'écrire sur leur mère pour la fête des mères. Lorraine a écrit sur moi. Elle l'a rapporté et l'a lu à haute voix lors du dîner.
La maîtresse l'avait convoquée le lendemain pour s'assurer qu'elle avait bien compris le devoir. Lorraine lui avait répondu, Corey est ma mère. Elle ne le sait simplement pas encore. J'ai pleuré dans ma voiture après l'avoir déposée. J'ai pleuré parce que j'avais tant voulu être assez pour elle. Et ce jour-là, j'ai su brièvement que j'avais été. À 16 ans, Lorraine a traversé une période où elle avait honte de notre appartement. Nous avions déménagé depuis, dans un 3 pièces dans un immeuble légèrement meilleur. Je travaillais alors comme adjointe administrative dans le cabinet de Maggie. Mon revenu était presque stable. Nous avions 2 chambres, mais Lorraine avait commencé à passer ses week-ends chez une amie à Andover dont les parents possédaient un sous-sol aménagé et une piscine. Elle rentrait à la maison et regardait notre salon comme s'il la décevait. Elle a cessé d'inviter des amis chez nous. Un samedi matin, elle a dit, est-on obligé de garder ce canapé dans l'entrée? On dirait que personne ne nous aime. J'ai dit, nous nous aimons. Le canapé le sait. Elle a levé les yeux au ciel. À 18 ans, Lorraine est entrée au Boston College. J'ai payé la première année au comptant, 24 000 $ provenant du fonds d'études Tiffany. J'avais ouvert ce fonds en 2011. J'y avais versé entre 400 $ et 600 $ par mois pendant 7 ans. Le soir où j'ai envoyé le virement au BC, je suis resté longtemps assise à la table de la cuisine à contempler le reçu. Je n'avais pas terminé mes études supérieures, mais je l'y envoyais, elle. Elle m'a serré dans ses bras lorsqu'elle a reçu sa lettre d'admission. Elle a dit, Corey, c'est grâce à toi. J'ai dit, c'est grâce à toi. J'ai seulement ouvert les portes. À 21 ans, elle avait changé de spécialisation 3 fois et avait un semestre de retard. Elle m'a annoncé qu'elle voulait abandonner l'université pour devenir gestionnaire de réseaux sociaux. J'ai dit, d'accord. Elle a ajouté qu'elle avait également besoin d'un logement et d'argent pour vivre le temps de construire sa marque. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à lui envoyer 2200 $ par mois. Je me disais que c'était ce que faisaient les mères. Je me disais que c'était un investissement. J'aurais dû l'obliger à finir. Je ne savais pas comment contraindre une jeune femme de 21 ans à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. En juin 2024, elle a rencontré Tyler lors d'un événement caritatif pour le club des garçons et filles de Boston. Ashford Construction en était le sponsor. Lorraine s'y était glissée avec une amie dont le père faisait partie du conseil d'administration. Elle est rentrée ce soir-là et m'a parlé du sourire de Tyler et de son nom de famille. Je n'avais jamais entendu parler des Ashford. J'aurais dû faire des recherches sur eux. Je ne l'ai pas fait. En août, elle dormait à Brookline presque tous aux îles. À Noël, elle portait un bracelet Cartier Love que je ne lui avais pas acheté. En février 2025, Tyler l'a présenté à sa mère. Caroline Ashford avait été débutante en 1986. Son père possédait une chaîne régionale de pressing qu'il avait vendue à une entreprise nationale au début des années 90 pour ce qui représentait à l'époque une véritable fortune. Caroline avait fait un beau mariage. La famille de Robert Ashford construisait dans le Massachusetts depuis 1971. Walter Ashford avait démarré Ashford Construction avec son frère et un seul camion Ben à Newton. 3 générations à présent. Des noms importants dans la ville, le genre de famille invitée à la mairie pour Noël. Caroline avait 3 règles sociales. La première était que chacun dans son cercle devait venir de quelque part. La deuxième était que l'endroit d'où l'on venait devait être présentable, et s'il ne l'était pas, on n'en parlait pas. La troisième était que quiconque enfreignait la règle 1 ou 2 ne recevait jamais de seconde invitation. Lorraine a enfreint la règle 1 dès le premier jour. Caroline en a fait son projet de transformation. En novembre 2024, Lorraine a amené Tyler à notre maison de ville de Back Bay pour dîner. Daniel a préparé des pâtes. Tyler s'est montré poli. Il a interrogé Daniel sur son travail. Daniel a dit qu'il gérait un fonds d'investissement. Tyler a demandé lequel. Daniel a répondu, un petit fonds de capital investissement, principalement des valeurs industrielles de taille moyenne. Tyler a hoché la tête et a changé de sujet. C'était un diplômé de Babson. L'industrie n'était pas son domaine. Après leur départ, Daniel a fait la vaisselle. Il a dit sans l'autre regarder, Lorraine ne m'a pas présenté comme son beau-frère. Elle m'a présenté comme ton mari. As-tu remarqué? J'avais remarqué. Caroline ne nous a pas rendu visite. En mars 2025,
Lorraine est venue seule un dimanche. Elle a expliqué que Caroline lui avait demandé d'éclaircir certains aspects de ses antécédents. Lorraine l'a formulé avec précaution, comme pour tester mes réactions. Elle a dit, la famille de Tyler est de la très vieille bourgeoisie. Ils ne comprennent pas tout à fait notre situation. J'ai juste besoin que tu restes discrète sur la façon dont tu m'as élevée. Ce soir, pouvons-nous dire que nos parents sont morts et qu'une tante nous a recueillis? Elle a ajouté rapidement, Caroline est à la porte. Caroline était en bas. Elle était venue voir la famille. Je suis descendu. Caroline était dans le hall, vêtue d'un long manteau en poil de chameau. Elle ne l'a pas retiré. Elle m'a serré la main. Elle a dit, Lorraine m'a tant parlé de toi. Tu t'es montrée si généreuse. J'ai dit, je suis sa sœur. Caroline a souri. Bien sûr. Bien sûr. Elle est restée 8 minutes. Elle n'a pas pris de café. Elle est partie et Lorraine l'a suivie comme un caneton. Je me suis assise sur les marches de l'escalier après leur départ. Daniel est descendu et s'est assis à côté de moi. Il a dit, est-ce que ça va? J'ai dit, elle vient de dire à sa future belle-mère que je suis sa tante. Daniel a dit, j'ai entendu. J'ai dit, que dois-je faire? Il a dit, je pense que tu fais ce que tu as toujours fait. Tu attends. Tu observes. Et quand elle sera prête à t'appeler de nouveau sa sœur, tu répondras au téléphone. J'ai attendu. J'ai observé. Le téléphone est resté silencieux. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû demander à Lorraine ce qu'elle fabriquait. Mais j'avais passé 15 ans à ne pas lui poser de questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Je me au cours de la soirée que tout irait bien. C'était la dernière fois que je me mentais à moi-même. Je veux m'arrêter un instant ici. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent un moment semblable dans leur vie, une personne que vous avez élevée, pour laquelle vous vous êtes sacrifié ou avez répondu présente quand personne d'autre ne le faisait. Et qui a décidé un jour que vous n'étiez plus tout à fait le modèle de famille qu'elle souhaitait afficher. Si c'est votre cas, écrivez un seul mot dans les commentaires, rester, ou, partir. Restez si vous seriez restée silencieuse dans cette voiture. Partir si vous l'auriez forcé à s'arrêter sur le bas-côté. Je ne le demande pas parce qu'il y a une bonne réponse. Je le demande parce que je veux que vous sachiez que, quelle que soit votre réaction, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. À présent, laissez-moi vous parler des 3 semaines précédant le mariage, car c'est à ce moment-là que les fondations ont commencé à se vissurer sous nos pieds. 3 semaines avant le mariage, j'étais chez Lorraine à Brighton pour l'aider à coller les timbres sur les faire-part. Ils étaient magnifiques, en réalité, du papier cartonné en lin crème, de la dorure à la feuille, les noms de Lorraine et Tyler tracés dans une calligraphie si délicate qu'elle ressemblait à un murmure. Je collais les enveloppes. Je lui ai demandé comment se déroulaient les préparatifs. Elle a dit que ça avançait. Pendant qu'elle était dans la cuisine pour chercher du vin, j'ai remarqué un carnet sur sa table à manger, l'écriture de Caroline. J'avais vu une carte de vœux d'elle un Noël. Le carnet portait en tête, plan de table, invité difficile. Il y avait une liste de noms. Le mien y figurait. J'ai refermé le carnet. Je n'ai jamais dit à Lorraine que je l'avais vu. 2 semaines avant le mariage, la fête prénuptiale a eu lieu à l'hôtel Lenox. Lorraine avait insisté pour que je vienne. Caroline avait insisté, apparemment, pour que la réception soit restreinte et de bon goût, 40 femmes en perles buvant des cocktails French 75. Caroline m'a présenté à son cercle comme l'auxiliaire de vie de Lorraine. Lorraine a été élevée par une tante du côté de Lowell, vous savez, après la tragédie. Je l'ai corrigée doucement devant ces femmes. J'ai dit, je suis la sœur de Lorraine. C'est moi qui l'ai élevée. Il n'y avait pas de tante. Le sourire de Caroline s'est crispé d'1 millimètre. Elle a dit, bien sûr, pardonnez-moi. Je m'embrouille toujours un peu dans les détails familiaux. Lorraine n'a pas croisé mon regard du reste de l'après-midi. Elle n'est pas venue me voir lorsque les invités se sont dispersés. Elle ne m'a pas dit au revoir quand je suis parti à 17h. Ce soir-là, Daniel m'a demandé comment s'était passée la réception. Je lui ai raconté. Il a posé sa tasse de café très délicatement. Il a dit, « Chérie, veux-tu que je m'en occupe ?» J'ai dit, « Non, elle reste ma sœur. » Il m'a regardé longuement. Il a dit, « D'accord, mais Corey, je veux que tu le saches, je suis là.
Quoi que tu décides, quel que soit le moment. Une semaine avant le mariage, Lorraine a téléphoné pour demander 8 000 $. Elle a dit que c'était pour un surclassement de photographe de dernière minute. Le photographe d'origine que Caroline avait réservé avait fait une double réservation pour cette date, le remplaçant était plus cher, et Caroline avait pensé qu'il serait plus simple que Lorraine prenne la différence à sa charge. J'ai signé le chèque. J'ai effectué le virement le lendemain matin. J'ignorais encore que Lorraine avait vidé le fonds d'études Tiffany. J'ignorais encore que ce virement de 8 000 $ était la seule somme que je lui avais versée au cours des 6 derniers mois qui proviennent réellement de mes économies personnelles. Tout le reste, elle l'avait retiré du compte que j'avais constitué pour elle depuis 2011. 3 jours avant le mariage, Daniel s'est rendu de manière imprévue au bureau de Whitmore Capital un samedi après-midi. Il n'allait presque jamais travailler le week-end. J'ai remarqué son départ. Je n'ai pas posé de questions. Il est rentré à 19 h, portant un mince porte-document en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. Il l'a verrouillé dans le coffre-fort de son dressing. La seule chose qu'il a dite fut, juste au cas où. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il contenait. Je pense qu'une partie de moi savait déjà qu'une part de lui se préparait à affronter ce que je ne m'étais pas encore permis d'envisager. 2 jours avant le mariage, Tabitha Brennan m'a appelé. Tabitha avait 23 ans. Elle avait été la colocataire de Lorraine en 2e année au BC, et s'était retrouvée parmi les demoiselles d'honneur car Lorraine avait besoin de monde à habiller en lavande. Je l'avais rencontrée 2 fois. Elle avait une façon tranquille d'écouter. Elle étudiait le travail social à l'université de Boston. Elle m'a téléphoné jeudi soir à 19 h 45. Elle a dit qu'elle appelait simplement pour confirmer à quelle heure nous arriverions tous à l'hôtel samedi. L'appel a duré environ 90 secondes. Mais avant de raccrocher, elle a prononcé une phrase d'une voix qui ne semblait pas tout à fait naturelle. Elle a dit, « Corey, je veux juste te dire que je trouve que tu es une très bonne sœur. J'espère que Lorraine le sait. » Elle a raccroché. Je suis resté assise dans ma cuisine pendant 10 minutes. J'ai failli la rappeler. Je ne l'ai pas fait. Je me au cours de la semaine beaucoup de choses cette semaine-là. J'aurais dû rappeler Tabitha. Les 48 heures suivantes allaient m'apprendre que les femmes discrètes comme Tabitha ne passent pas d'appels téléphoniques par hasard. Elles lancent des avertissements. Le vendredi matin 13 mars, la veille du mariage, j'étais à mon bureau chez Hartman & Reeves en train de classer une motion lorsque Maggie a ouvert la porte de son bureau. Elle a dit, « Corey, viens. Ferme la porte. » Elle se tenait debout derrière son bureau, elle n'était pas assise. Ce fut le premier signe. Il y avait un dossier posé devant elle. Maggie y a posé les 2 mains à plat de chaque côté. Elle m'a regardé pendant une longue seconde. Elle a dit, « Ma chérie, je dois te montrer quelque chose. » Je ne voulais pas le faire. Je me US d'avoir été à Lowell, 12 ans, et je ne peux pas assister à cela sans que tu sois au courant. Je m'ai assise. Maggie a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, Eastern Bank, fonds d'études Tiffany, le compte que j'avais ouvert en 2011 en tant que compte fiduciaire de garde. Le compte dont j'avais transféré la pleine propriété à Lorraine à sa majorité en 2022, même si j'avais continué à y faire des versements en me disant, lorsqu'elle sera prête, elle saura qu'il est là. Maggie a désigné la première ligne du relevé, octobre 2025, retrait de 30 000 $, novembre 2025, retrait de 42 000 $, décembre 2025, retrait de 35 000 $, janvier 2026, retrait de 28 000 $, février 2026, retrait de 45 000 $. Total des retraits, 180 000 $. Solde restant, 7 400 $. J'ai relu chaque ligne 2 fois. Je n'ai pas prononcé un mot. Maggie a dit, j'ai extrait les registres ce matin. Je figure toujours comme cofiduciaire suppléante depuis la période antérieure à sa majorité. Je n'avais jamais retiré mon nom. J'avais oublié qu'il y était encore. Eastern Bank a signalé cette activité inhabituelle et m'a appelé hier après-midi. Ils ont pensé que je devais le savoir. J'ai réfléchi toute la nuit. Corey, je suis tellement désolé. J'ai dit, elle y avait accès. Je lui avais donné l'accès. C'est son argent. Maggie a répondu, légalement? Oui. Éthiquement? Non, ma chérie. Cet argent était destiné à ses études. Tu le lui répétais chaque fois que tu lui remettais un relevé,
elle savait ce qu'il représentait. Elle l'a vidé pour s'acheter une robe. J'ai dit, nous ne savons pas ce qu'elle a dépensé. Maggie a sorti une seconde feuille. Elle avait imprimé quelques publications récentes de Lauren sur Instagram, la robe Vera Wang, le bracelet Cartier, la confirmation de réservation pour les Maldives que Lauren avait partagée si joyeusement, la montre Rolex submarinée pour laquelle Tyler la remerciait dans une story. J'ai regardé les photos. J'ai regardé les relevés bancaires. J'ai dit très calmement, d'accord. Maggie a ajouté, il y a une dernière chose, et je ne te le dis que parce que j'ai eu un pressentiment et que je l'ai suivi. J'ai demandé à Paul d'extraire les déclarations publiques d'Ashford Construction Group il y a 2 semaines, leur rapport annuel et leur dernière publication trimestrielle. J'ai attendu. Elle a dit, Corey, ils sont dans une situation critique. 3 chantiers d'envergure sont en retard par rapport aux dates contractuelles. Le ratio de couverture du service de la dette est tout juste supérieur à 1. Leur ligne de crédit a été refinancée 3 fois en 18 mois. Il y a des clauses restrictives dans leurs dettes prioritaires qui sont sur le point d'être enfreintes. Quelqu'un va venir récupérer ces fonds, quelqu'un de très important, peut-être dans les prochaines semaines. Je suis restée silencieuse face à ces informations. J'ai demandé, pourquoi me dis-tu cette partie? Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là. Je me suis assise dans notre cuisine de Back Bay, les 2 mains posées à plat sur l'îlot de marbre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bougé. La lumière de l'après-midi a traversé la pièce. Daniel est rentré à 18h. Il a vu mon visage. Il a posé sa sacoche. Il s'est approché et s'est tenu en face de moi. Il a dit, qu'y a-t-il? Je lui ai parlé des 180 000 $. Son visage n'a pas beaucoup changé. Il a écouté l'ensemble de mon récit. Quand j'ai eu fini, il a dit, chérie, je suis tellement désolé. J'ai dit, Daniel, je dois te poser une question. Maggie m'a dit que quelqu'un était sur le point d'exiger le remboursement de l'emprunt d'Ashford Construction. En sais-tu quelque chose? Le silence dans notre cuisine a duré environ 9 secondes. J'ai regardé mon mari, l'homme qui m'avait épousé au tribunal de Lowell, qui m'avait caché l'existence de 4,2 milliards de dollars pendant près d'1 an parce qu'il voulait être aimé avant d'être connu. Il a fait la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire avec moi, il a dit la vérité. Il a dit, Whitmore Capital détient 38% d'Ashford Construction Group. Nous possédons ces parts depuis près de 3 ans par le biais d'un véhicule d'investissement spécifique appelé Sterling Holdings LLC. Les Ashford ignorent que c'est nous. Robert Ashford a signé une garantie personnelle sur une ligne de crédit rotative de 52 millions de dollars auprès de nous en juin 2023. Sa maison de Brookline, sa propriété de Vineyard Haven et la majeure partie de ses biens personnels servent de garantie. Je n'ai pas encore pris de décision sur la suite à donner à cette affaire. J'espérais que tu n'aurais jamais besoin que je me prononce. Je suis restée pensive. J'ai demandé, depuis combien de temps sais-tu que Lauren allait épouser le fils de Robert Ashford? Il a dit, depuis les fiançailles, en juillet de l'année dernière. J'ai dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a dit, parce que je voulais que tu puisses vivre ce mariage sans que je n'intervienne. Parce que si je t'avais révélé qui nous étions, tu aurais passé chaque minute à essayer d'empêcher que cela n'affecte la journée de Lauren. Et parce que, Corey, je t'aime, et que j'essayais de t'épargner cela aussi. J'ai réfléchi encore plus longuement. J'ai demandé, seras-tu au mariage demain? Il a dit, si tu y vas, j'y vais. J'ai dit, j'y vais. Il a dit, d'accord. Il ne m'a pas demandé ce que je comptais faire. Il m'avait vu élever un enfant à 19 ans avec 3 emplois et sans aucune aide. Il savait quand il devait s'effacer. Il savait mieux que moi à cet instant ce qui se préparait. Je suis allé me coucher à 23h. Je n'ai pas dormi. À 8h32 le samedi matin, mon téléphone a sonné. C'était Tabitha. Elle a dit, Corey, je suis désolé de t'appeler si tôt. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je dois passer te voir immédiatement. Il y a quelque chose que tu dois voir avant de te rendre à l'hôtel. J'ai dit, viens. Elle est arrivée 20 minutes plus tard. Elle portait son peignoir de demoiselle d'honneur lavande sous un manteau d'hiver. Elle n'était pas maquillée. Ses mains tremblaient. Elle s'est assise à notre îlot de cuisine. Daniel lui a versé un café, puis il est resté sur le pas de la porte, sans s'immiscer. Tabitha a dit,
j'ai été ajouté à une conversation de groupe en février, le groupe de l'équipe de la mariée. Lorraine m'a ajouté parce que c'est moi qui imprimais les cartons de table. Elle m'a demandé de les faire chez un imprimeur de Coolidge Corner, affirmant que c'était moins cher que le calligraphe de l'hôtel. Elle m'a donné une liste. J'ai imprimé 280 cartons. Je ne les ai pas lus. Je me suis contenté de les imprimer. Elle m'a tendu son téléphone. Il y a 2 jours, j'ai vu un message de Caroline qui m'a semblé bizarre. J'ai remonté le fil. J'ai lu chaque message de ce groupe depuis décembre jusqu'à hier. Corey, je suis tellement désolé. J'ai fait défiler l'écran. Caroline Ashford, 2 mars, 21h14, assure-toi que le carton de Corey comporte la ligne dont nous avons parlé. Nous voulons que les Whitfield voient ce que Lorraine a réussi à surmonter. Lorraine, 2 mars, 21h16, c'est fait. Tabitha les a imprimés hier. Elle ignore ce qui y est écrit. Caroline, 17 février, 23h03, ma chérie, tu dois t'y engager. Les demi-mesures sont la raison pour laquelle les femmes comme ta sœur finissent par s'inviter au repas de Thanksgiving pour toujours. Nous faisons cela pour ton avenir. Lorraine, 17 février, 23h08, je sais. Je me sens juste coupable parfois. C'est elle qui m'a élevé, Caroline. Caroline, c'est le piège. La gratitude sentimentale est le moyen par lequel les femmes des classes populaires gardent leurs proches près d'elles. Le père de Tyler et moi nous en sommes sortis en sachant fermer des portes. Je ferme celle-ci pour toi. Tu me remercieras pour tes 40 ans. J'ai continué à faire défiler. Il y avait des mentions de projet de transformation, des allusions au moment de l'attribution des places, des précisions sur les amis de Caroline à installer près de la table 18 pour assister à la scène. Une invitée de la famille Whitfield, de la très vieille bourgeoisie de Boston, s'était vue promettre un moment de divertissement pendant le dîner. Il y avait également des messages d'une femme nommée Diana Whitfield, la cinquantaine, mariée à James Whitfield. Caroline, ma chérie, j'ai hâte d'être à samedi soir. J'apporterai mes lunettes de lecture. Tabitha pleurait à présent. Elle a dit, je les ai imprimés, Corey. J'ai imprimé tous les cartons. Je ne les ai pas lus. Elle m'a dit qu'ils étaient standards. J'ai verrouillé son téléphone. Je le lui ai rendu. J'ai dit, Tabitha, écoute-moi. Ce n'est pas de ta faute. Tu es la seule personne dans toute cette chaîne à avoir dit la vérité. Je l'ai serré dans mes bras. Tabitha a demandé, est-ce que tu y vas quand même? J'ai dit, j'y vais. Elle a demandé, pourquoi? J'ai dit, parce que c'est ma sœur et qu'elle doit me regarder dans les yeux pendant qu'elle fait cela. Si je n'y vais pas, elle pourra passer le reste de sa vie à raconter que je suis le genre de femme qui ne vient pas aux événements. Je vais me présenter. Daniel se tenait toujours sur le pas de la porte. Il s'est avancé. Il a dit, Tabitha, merci. Seras-tu dans la salle de bal à 18h? Tabitha a hoché la tête. Daniel a dit, reste près de Corey ce soir. Quoi qu'il arrive. Tabitha a promis de le faire. Elle est repartie en voiture à Brighton pour finir de se préparer. Elle n'avait pris part à rien de tout cela. Elle n'avait été que l'imprimeuse. Je suis resté longtemps assise sur le tabouret de la cuisine après son départ. J'ignorais encore ce que Daniel avait dans son porte-documents. J'ignorais ce qu'il avait rapporté de son bureau ce vendredi après-midi. Je savais seulement une chose, mon mari, qui avait passé 6 ans à ne me poser presque aucune question, s'était vu poser une question ce jour-là, et il avait sa réponse prête. Je me suis habillé à 16h30, la robe bleu marine de chez Macy's, $340, une paire d'escarpins bas que je possédais depuis 2018, une petite chaîne en or que ma mère m'avait offerte pour ma remise de diplôme de fin d'études secondaires. J'ai relevé mes cheveux de la façon dont je le faisais quand je travaillais comme serveuse au restaurant, un chignon bas, aucune mèche rebelle. Je me suis regardé dans le miroir. Je ne ressemblais pas à une sœur pauvre. Je ne ressemblais pas à une sœur sans éducation. Je ne ressemblais pas à une sœur laide. Je ressemblais à une femme qui avait enterré ses parents à 19 ans et qui avait élevé sa sœur pour en faire une femme capable d'écrire de tels mots à son sujet sur du papier cartonné. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Daniel est apparu derrière moi dans le miroir de la chambre. Il portait un costume gris anthracite que je n'avais jamais vu auparavant, un boutonnage simple, d'une élégance discrète mais coûteuse, le genre de costume que l'on ne porte qu'une ou 2 fois par an,
lorsqu'on veut qu'une pièce comprenne que l'on pense chaque mot que l'on s'apprête à prononcer. Il a dit, « Tu es magnifique, chérie. » J'ai demandé, « Qu'y a-t-il dans ce porte-document ?» Il a dit, « Ce que je suis allé chercher au bureau vendredi, le contrat de société en commandite, les documents de propriété, la garantie personnelle signée par Robert, et une lettre que mon conseiller juridique a rédigée hier. » J'ai demandé, « Que dit cette lettre ?» Il a dit, « Elle indique qu'en raison de certains événements, Whitmore Capital a l'intention d'exercer ses droits prévus par l'accord de crédit. » Elle n'est pas signée. Elle n'a pas besoin de lettre ce soir, mais elle est rédigée. La décision t'appartient. J'ai regardé mon mari dans le miroir derrière moi. J'ai dit, elle ne m'appartient pas. Elle nous appartient. Il a dit, ce soir, chérie, elle t'appartient. Le trajet en voiture entre Back Bay et l'hôtel Boston Harbor a pris 11 minutes. Daniel conduisait. J'ai regardé les lumières du port s'allumer à mesure que le crépuscule s'installait. J'ai senti mes mains posées sur mes genoux. Elles ne tremblaient pas. J'avais passé 15 ans à me préparer à être la personne forte pour quelqu'un d'autre. Je ne m'étais pas préparé à être la personne forte pour moi-même. J'allais découvrir ce soir si j'en étais capable. Le voiturier a pris la voiture. Caroline Ashford se tenait à l'intérieur du hall pour accueillir les invités, vêtue d'une robe couleur champagne avec une étole de fourrure qui, je pense, était de la vraie fourrure. Elle nous a vus. Elle a affiché son plus beau sourire de circonstance. Elle a dit, « Oh, Corey, ma chérie, tu es venue. Et voici sans doute ton mari. » J'ai dit, « Voici Daniel. » Daniel lui a tendu la main. Il a dit, « Caroline, c'est un plaisir. » Elle lui a serré la main de la façon dont on serre la main d'un inconnu, rapidement, efficacement. Elle ne l'a pas présenté à la femme avec qui elle discutait. Elle s'est privée d'autres égards et s'est tournée vers moi. Elle a dit, « Lorraine est déjà dans la suite nuptiale. Elle est presque prête. La salle de bal ouvre à 17h30. Prenez un verre. Mélangez-vous aux invités. » Elle s'est éloignée. Daniel et moi sommes restés dans le hall un instant. Il a demandé, « Est-ce que ça va ?» J'ai dit, « Oui. » Nous sommes entrés dans la salle du cocktail. 280 invités en tenue de soirée. Un quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel. Des plateaux de champagne circulaient dans la pièce. Lorraine, dans sa robe Vera Wang, se trouvait au centre de l'attention, entourée d'un cercle de femmes que je ne connaissais pas. Elle m'a aperçu. Elle a traversé la pièce. Elle m'a embrassé la joue. Elle a dit, « Je suis tellement contente que tu sois venu. » Elle n'a présenté Daniel à personne dans son entourage. Elle s'est éloignée. Tabitha est apparue à mes côtés. Elle m'a serré la main une fois, très fort. Elle a chuchoté, 18 heures. Ils vont commencer à placer les gens. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes à 17h55. Les invités ont commencé à s'y diriger. Des tables rondes de 10 personnes. Des nappes blanches, de grands arrangements floraux de roses de jardin et de renoncules. Les lustres étaient allumés. Le quatuor à cordes a entamé un morceau pour violon et violoncelle que je n'ai pas reconnu. Daniel marchait un pas derrière moi. Il ne regardait pas les cartons de table à notre passage. Il observait la pièce. Il a repéré l'endroit où Robert Ashford était assis à la table d'honneur, la même table que Walter Ashford, le fondateur de 82 ans. Il a remarqué la photographe de presse dans un coin, les pages mondaines du magazine Boston. Il a repéré les sorties. Je me suis dirigé vers le fond de la pièce. La table 18 se trouvait contre le mur, près des portes de service, le point le plus éloigné possible de la table d'honneur. J'ai atteint ma chaise. Je l'ai tirée. J'ai regardé le carton de table, Corey Tiffany, sœur pauvre, laide et sans éducation vivant au crochet de sa sœur. Le carton était rédigé dans une élégante calligraphie. Papier cartonné crème, bordure dorée, le même carton que le calligraphe avait préparé pour tout le monde, sauf que tous les autres n'avaient que leur nom d'inscrit. Le mien comportait une description. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas parlé. Une femme à la table voisine, Diana Whitfield, la cinquantaine, mariée à l'un des plus vieux amis de Caroline, a regardé mon carton, a regardé le sien, a de nouveau regardé le mien, puis a étouffé son propre rire dans sa serviette.
3 hommes à la table d'honneur, du cercle de Caroline, James Whitfield et 2 autres, ont levé leur coupe de champagne vers Caroline. Caroline s'est levée à la table d'honneur, levant son propre verre. Elle a dit de sa voix d'hôtesse la plus forte, « Tout le monde, c'est juste un peu d'humour familial. Prenons tous place. » La mariée est prête à faire son entrée. Un rire discret a parcouru 3 tables, une confusion polie s'est installée aux autres. Robert Ashford s'est tourné vers moi avec une curiosité modérée, de la façon dont on observerait un léger incident à une table voisine au restaurant. Walter Ashford, 82 ans, cheveux blancs, les mains comme du cuir usé, a froncé les sourcils. Il n'a pas ri. Il n'a pas regardé Caroline. Il a fixé le carton que je tenais dans ma main depuis l'autre bout de la pièce. Puis il a regardé Caroline, puis de nouveau moi. Lorraine se trouvait à l'autre bout de la salle de bal, près de la porte de la suite nuptiale. Elle m'a vu tenir le carton. Elle a souri très légèrement. Elle s'est tournée vers une amie et lui a dit quelque chose. Je suis resté debout. Daniel s'est levé à mes côtés. Il n'a pas encore parlé. Il a regardé Caroline, puis Robert, puis Lorraine à l'autre bout de la pièce. Puis il s'est tourné et m'a regardé. Il a dit, « Chérie, laisse-moi voir cela. » Je lui ai tendu le carton. Il l'a lu. Il l'a plié une fois. Il l'a glissé dans la poche de poitrine de son costume gris anthracite. Il s'est tourné vers la salle. Sa voix était posée, sur le ton de la conversation, non pas forte, de la façon dont on s'adresserait lors d'une réunion qui s'éternise un peu. Il a dit, « Excusez-moi, je tiens à me présenter. Je n'ai pas encore eu le plaisir de faire la connaissance de la plupart d'entre vous ce soir. » Caroline est intervenue, d'un ton sec, « Monsieur, nous sommes sur le point de commencer le dîner. » Daniel a répondu, « Je serai bref. » Caroline, « Je m'appelle Daniel Whitmore. Je suis le mari de Corey. Je dirige une société d'investissement à Boston appelée Whitmore Capital. » La pièce a changé d'ambiance d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. 2 hommes à une table près de l'avant se sont redressés sur leurs chaises. L'un d'eux a posé son verre. L'un d'eux a sorti son téléphone. Une femme à la table d'honneur, plus âgée, aux cheveux gris, mariée à un banquier de Boston, a regardé son mari. Son mari était devenu totalement immobile. Daniel a dit, « Robert, pourriez-vous vous approcher un instant, s'il vous plaît ?» Robert Ashford, qui était assis, s'est levé. Il a traversé la salle de bal jusqu'à l'endroit où je me tenais, à la table 18. Il transpirait légèrement aux tempes. Il n'avait pas encore compris la situation. Il essayait d'analyser. Daniel, d'une voix basse mais audible pour les tables les plus proches, a dit, « Robert, je crois que nous avons une réunion mardi matin concernant une ligne de crédit. Je voulais associer un visage au nom de Sterling Holdings. C'est nous. Je suis désolé de faire cela ici. Ce n'était pas prévu, mais votre femme et ma belle-sœur viennent de commettre la plus grande erreur de leur vie. » Robert a dit, « Quoi? Que voulez-vous dire ?» Daniel a répondu, « Je veux dire que ma femme s'est assise au mariage de sa sœur et a lu un carton de table la qualifiant de pauvre, laide et sans éducation. Je veux dire que je l'ai regardée pendant 6 ans être le genre de femme que les gens présents dans cette salle ne sont pas dignes de servir. Et je veux dire que vous avez des décisions à prendre dans les prochaines 72 heures concernant votre entreprise, votre maison à Brookline et votre propriété à Vigny-Raven, car la garantie personnelle que vous avez signée en juin 2023 est sur le point de devenir très concrète. » Caroline, depuis l'autre bout de la pièce, la voix montante, « Robert, Robert, que dit-il? Que se passe-t-il » Walter Ashford s'est levé lentement de la table d'honneur. Il a posé sa serviette de table. Il n'avait pas encore prononcé un mot. Il a regardé Caroline, puis Lorraine dans sa robe blanche, puis le carton de table à peine visible dans la poche de poitrine de Daniel. Walter a traversé la salle de bal d'un pas lent et régulier. Le quatuor à cordes s'était arrêté. Les 280 personnes présentes étaient plongées dans le silence. La photographe de presse dans le coin avait baissé son appareil d'un geste instinctif, de la façon dont on comprend qu'on ne devrait pas immortaliser cette scène. Walter a atteint notre table. Sa voix, lorsqu'il s'est exprimé, était rocailleuse, marquée par 50 ans de présence sur les chantiers. Il a dit, « Mon fils, puis-je voir ce carton ?» Daniel le lui a tendu. Walter l'a lu. Puis il l'a relu. Il a regardé Caroline.
Il a regardé Robert. Il a regardé Lorraine dans sa robe Vera Wang. Il a dit à son fils, à sa belle-fille, à la famille qu'il avait bâtie, c'est donc ce que nous faisons lors du mariage de notre famille à une femme qui a élevé seule un enfant. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Caroline a ouvert la bouche. Walter a levé une main. Elle l'a refermée. Walter s'est tourné vers moi. Il a dit, Madame, je vous présente mes excuses au nom de ma famille. J'ignorais tout de cette situation. J'ai honte. Il s'est tourné vers Daniel. Il a dit, Monsieur Whitmore, j'ai fondé cette entreprise en 1971 avec mon frère et un camion. Mon fils et sa femme la dirigent depuis 11 ans. Quoi que vous décidiez de faire mardi matin, je veux que vous sachiez que je comprends. Daniel a hoché la tête une fois. Daniel s'est de nouveau tourné vers moi. Il m'a tendu la main. Il a dit, nous partons, chérie. Mais il reste une après-midi chose à dire d'abord. Il s'est tourné pour faire face à Lorraine. Et pour la première fois de la soirée, ma sœur a semblé avoir peur. Lorraine a fait un pas en avant. Son visage était devenu blanc sous son maquillage de mariée. Elle a levé une main, celle arborant sa bague de fiançailles. Elle a dit, Daniel, Corey, il y a eu une erreur avec les cartons. L'imprimeur s'est trompé. Le calligraphe. Il y a eu une confusion. Tabitha est sortie de derrière une colonne près du bar. Elle s'est avancée vers nous dans sa robe de demoiselle d'honneur lavande, holding son téléphone à deux mains devant elle comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Elle a dit, c'est moi qui les ai imprimés, Lorraine. Tu as validé chacun d'eux. J'ai les épreuves dans ma boîte mail. J'ai les SMS dans lesquels Caroline et toi les avez finalisés le 2 mars. Elle a tendu son téléphone à Walter Ashford. Walter l'a pris. Walter a lu. Son visage a changé d'une manière que je ne pense pas que les hommes qui travaillaient pour lui en 1971 auraient reconnu. Walter Ashford n'avait pas été surpris par grand-chose au cours de ses 82 ans de vie. Il l'était à présent. Caroline a dit, c'est absurde. Tabitha, tu n'es pas autorisée à divulguer cela. Caroline a tenté de s'emparer du téléphone. Walter l'a maintenu hors de sa portée d'un bras, de la force qu'un homme ayant manipulé des barres d'armature et des camions-bennes pendant 50 ans pouvait encore opposer à une femme en talons. Walter a dit à Caroline d'une voix que personne dans cette pièce n'a osé contester, « Assieds-toi ». Caroline s'est assise sur une chaise qui n'était pas la sienne. Un serveur l'a glissée discrètement sous elle. Daniel a glissé sa main sous la table où Tabitha avait déplacé ma chaise. Il a sorti le porte-document en cuir qu'il avait apporté. Il l'a ouvert. Il en a sorti une simple feuille de papier. Il l'a tendue à Robert Ashford. Il a dit, voici le contrat de société en commandite signé montrant que Whitmore Capital est propriétaire de Sterling Holdings LLC, qui détient 38% d'Ashford Construction Group et un siège au conseil d'administration. Cet accord est en place depuis juin 2023. Tu as signé ta garantie personnelle auprès de nous, Robert, pas auprès d'un fonds anonyme. Mardi matin, nous devions discuter de l'accélération du calendrier de remboursement. Après ce que j'ai vu dans cette pièce ce soir, nous allons avancer cette réunion. Robert a lu le document. Il s'est assis sur une chaise qui, elle non plus, n'était pas la sienne. Un serveur l'a aidé à s'y installer. J'ai regardé à travers la salle de bal. J'ai regardé Lorraine. Elle se tenait seule à présent au milieu de la piste de danse. Les demoiselles d'honneur s'étaient reculées. Les amis s'étaient reculés. Elle était dans sa robe Vera Wang, tenant son propre bouquet parce que son organisatrice de mariage l'avait posé sur sa chaise une heure plus tôt et qu'elle l'avait repris au mauvais moment. J'ai dit, Lorraine, regarde-moi. Elle m'a regardé. J'ai dit, quand as-tu commencé à leur raconter que j'étais simplement l'auxiliaire de vie de ta tante? Quand as-tu commencé à leur dire que nos parents étaient morts et que quelqu'un d'autre t'avait recueilli? Quand ai-je cessé d'être ta sœur? Elle a dit, Corey, Il n'aurait pas, j'ai demandé, était-ce avant ou après que Caroline te l'a demandé? Lorraine n'a pas répondu. Caroline a dit, je ne lui ai jamais rien demandé. Tabitha a brandi le téléphone. Elle a lu à haute voix de sa voix claire et posée d'étudiante en travail social, assure-toi que le carton de Corey comporte la ligne dont nous avons parlé. Nous voulons que les Whitfield voient ce que Lorraine a réussi à surmonter. Message envoyé par Caroline Ashford sur le groupe de la mariée le 2 mars à 21h14. La pièce est restée plongée dans le silence.
Ce furent les 7 secondes les plus longues de ma vie. Walter avait les 2 mains posées à plat sur la table d'honneur. Robert fixait le sol. Caroline avait cessé de parler. La photographe de presse avait rangé son appareil dans son sac. Lorraine s'est effondrée la première. Elle a dit, « Corey, s'il te plaît. Je ne voulais pas que cela résonne ainsi. Je ne. Tyler ne sait pas Tyler, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois. » Tyler s'était tenu derrière elle pendant tout ce temps, à 27 ans, dans un smoking que sa mère avait sélectionné. Il n'avait pas prononcé un mot de la soirée. Il s'est exprimé à présent. Il a dit, « Lorraine, as-tu dit à mes parents que ta sœur n'était qu'une tante? Leur as-tu dit qu'elle ne t'avait pas élevée? » Lorraine a dit, « Tyler ?» Il a demandé, « L'as-tu fait ?» Elle a dit, « Je. » Il a dit, « Oui ou non ?» Elle a répondu, « Oui. » Il a hoché la tête lentement. Il a retiré l'alliance qu'il portait pour les photos prises à 16 heures. Il l'a posée sur la table d'honneur à côté de la main de Walter. Il a dit, « Je ne peux pas faire ça. » Il s'est retourné. Il est passé devant Lorraine dans sa robe. Il est passé devant Caroline sur sa chaise d'emprunt. Il est passé devant son père sur sa chaise d'emprunt. Il est passé devant Walter à la table d'honneur. Il est sorti de la salle de bal, a traversé le hall et a franchi les portes d'entrée de l'hôtel Boston Harbor. Il n'est pas revenu ce soir-là. Daniel s'est tourné vers moi. Il m'a de nouveau tendu la main. Il a dit, « Es-tu prête, chérie ?» J'ai pris sa main. Je me suis tourné une dernière fois vers ma sœur. J'ai dit, « Lorraine, j'ai été ta sœur pendant 15 ans. Je ne serai plus ta sœur demain. Je ne répondrai pas à tes appels. Je n'ouvrirai pas tes lettres. Le compte d'études est vide. Il ne reste plus rien entre nous. J'espère que tu trouveras un moyen de vivre avec la personne que tu es devenue. Je ne serai pas là pour le voir. » Nous avons traversé la salle de bal vers la sortie. Nous sommes passés devant Tabitha près du bar. J'ai serré sa main. J'ai chuchoté, « Merci ». Aux portes de la salle de bal, je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je me suis adressé à la pièce, à ma sœur, et à personne en particulier. J'ai dit, « Ma maman m'a prénommé Corey. Elle l'a prénommé Lorraine. Ma maman aurait eu honte de l'une d'entre nous ce soir. Ce n'est pas de moi. » Nous sommes sortis. Je veux dire une chose avant de terminer cette histoire, car je pense que certains d'entre vous ont besoin de l'entendre. Il y a un chagrin particulier qui vient du fait d'élever quelqu'un qui décide plus tard que vous ne valiez pas ce que vous lui avez donné. Cela ne ressemble pas à de la trahison au début, on ressent de la confusion, puis de la solitude, puis une sorte de vide tranquille. Et les personnes qui vous conseillent de pardonner et de vous réconcilier n'ont jamais été celles qui se sont vidées d'elles-mêmes pour combler quelqu'un d'autre. Poser des limites n'est pas une punition. Parfois, c'est le dernier acte d'amour qu'il vous reste à offrir, non pas à elle, mais à la jeune fille de 19 ans que vous étiez et qui méritait une sœur qui se serait montrée présente pour elle. À présent, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le lendemain matin, car c'est là que tout se termine réellement. Dimanche matin 15 mars, 7h14. J'étais assise à notre îlot de cuisine à Back Bay avec une tasse de café qui avait refroidi. Mon téléphone vibrait contre le marbre depuis un peu plus de 5 heures. Quand je l'ai enfin pris, j'avais 41 appels manqués de Lorraine, 18 de Caroline, 9 de numéros inconnus, 3 de la section économique du Boston Globe, et un message vocal d'un indicatif régional de Worcester qui s'est avéré provenir de Walter Ashford. Il avait laissé un message à 6h50. Sa voix était fatiguée et âgée. Il a dit, « Madame, c'est Walter Ashford. Je vous dois des excuses plus longues que celles que je vous ai présentées hier soir. S'il vous plaît, appelez-moi quand vous serez prête. Je ne vous rappellerai pas. La suite dépend de vous. » Daniel est descendu à 7h30 en jean et vieux pull en lait. Il a préparé du café frais. Il a fait glisser un dossier vers moi sur l'îlot. Il a dit, « Maggie a envoyé cela hier soir pour quand tu seras prête. » À l'intérieur du dossier se trouvaient les relevés bancaires, Eastern Bank, fonds d'études Tiffany, 180 000 $ retirés en 5 transactions sur 5 mois. J'ai regardé les relevés pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. J'ai dit, « Daniel. » Il a dit, « Oui, chérie. » J'ai demandé, « Que as-tu l'intention de faire au sujet de Robert Ashford ?» Il a dit, « Que veux-tu que je fasse ?»
J'ai pensé à Walter Ashford, ce vieil homme dont le nom évoquait la sciure de bois, l'homme qui avait bâti une entreprise en 1971 avec son frère et un seul camion et qui avait traversé une salle de bal pour me présenter ses excuses avant même que je ne le lui demande. J'ai pensé à Caroline, au message qu'elle avait envoyé le 2 mars à 21h14, aux femmes qu'elle avait invitées spécifiquement pour rire de moi. J'ai dit, exige le remboursement de l'emprunt. Daniel a hoché la tête. Il est allé dans son bureau pour passer un appel. Je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine. Le brouillard matinal se dissipait sur la rivière Charles. Le soleil frappait la brique de l'immeuble d'en face. J'ai regardé un homme promener son chien sur Commonwealth Avenue. Il ignorait mon nom. Il n'avait pas besoin de le savoir. 2 semaines plus tard, Ashford Construction Group a déposé son bilan au titre du chapitre 11. Walter Ashford a pris sa retraite publique le même jour par le biais d'un bref communiqué émis par le cabinet de son avocat. Il n'a pas assisté à la conférence de presse. Caroline et Robert Ashford ont mis en vente leur maison de Brookline début mai. Elle s'est vendue en 9 jours. La maison de Vineyard Haven s'est vendue 3 semaines après cela. Tyler Ashford a déménagé à Seattle le 2 avril. Il a accepté un emploi dans une entreprise de construction plus petite. Il ne s'est pas exprimé publiquement sur le mariage. Lorraine m'a appelé 41 fois la première semaine, 19 fois la deuxième, 6 fois la troisième, 2 fois la quatrième, et 1 fois par mois pendant les 2 mois qui ont suivi. Puis elle a cessé d'appeler. Tabitha Brennan a obtenu son diplôme de travail social en mai dernier. Elle m'a envoyé une carte pour sa remise de diplôme. Je lui ai envoyé un chèque pour contribuer au remboursement de sa première année d'emprunt étudiant. Elle a tenté de le refuser. Je l'ai obligée à le garder. Maggie Hartman me verse toujours mon café au cabinet. Elle n'a pas mentionné le mariage une seule fois. Daniel porte toujours les mêmes pulls en lait gris, conduit toujours la même Subaru, se fait toujours couper les cheveux chez le coiffeur sur Mass Avenue pour $40. Il ne s'est rien acheté de neuf depuis le mois de mars. Je ne suis plus en colère. Je ressens quelque chose de plus paisible que de la colère. C'est fini. Ma sœur a eu une sœur pendant 15 ans. Elle ne savait simplement pas ce que c'était. J'ai eu une sœur pendant 15 ans, moi aussi. Et puis un samedi de mars, je ne l'ai plus eu. Le plus difficile quand on élève quelqu'un, c'est de savoir s'arrêter là où cette personne a décidé de ne pas aller plus loin. La deuxième chose la plus difficile, c'est de s'autoriser à cesser de la porter lorsqu'elle a décidé qu'elle n'avait plus besoin de l'être. J'ai fait une promesse un jour, sur une chaise de laverie à Lowell, à 2 enfants, celle qui dormait à l'étage et celle que j'étais en train de devenir. J'ai tenu cette promesse envers la seconde également. Il m'a simplement fallu 36 ans pour comprendre ce que tenir cette promesse signifiait. Cela signifiait sortir d'une salle de bal en tenant la main de mon mari, sans regarder en arrière. Cela signifiait éteindre un téléphone qui n'avait pas cessé de vibrer depuis 5 heures du matin. Cela signifiait préparer mon propre café dans ma propre cuisine un dimanche de mars et regarder le brouillard se dissiper sur une rivière que j'avais gagné le droit de contempler. Cela signifiait être enfin la sœur dont j'avais eu besoin.